Bonjour Monsieur Sankara. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, présenter vos fonctions et votre parcours politique? Je suis avocat de profession. Je m'appelle Sankara Benewende Stanislas à l'état civil, marié, père de 3 enfants. Je suis le président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, du Front Progressiste Sankariste, qui est un regroupement d'un certain nombre de partis politiques d'obédience sankariste. Je suis versé dans la politique depuis la Révolution en réalité, en tant que militant des structures populaires qui étaient les comités de défense de la Révolution à l'époque, quand j'étais moi-même jeune, étudiant. Avec la mort du président Sankara, nous avons dû, chacun à sa façon, militer comme des snipers. Moi, dans mon cabinet, je défendais beaucoup plus les journalistes, les hommes politiques qui étaient dans l'opposition, jusqu'à ce fameux 13 décembre 1998, où le journaliste Norbert Zongo, qui était un ami et un complice dans son travail d'investigation, vous savez bien que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné pour ses convictions politiques. Et le rapport de la commission d'enquête internationale atteste qu'il a été assassiné parce qu'il enquêtait sur la mort de David Wedoro, qui est le chauffeur de François Compaoré, le frère cadet de Blaise Compaoré. C'était un dossier à moi. Donc vous comprenez que, ayant vu le corps tout fumant, carbonisé de ce journaliste, je me suis dit qu'il faut donner un sens à ma vie, en me mettant bien sûr au service de l'autre, pour continuer le combat de celui du président Thomas Sankara et de celui du journaliste Norbert Zongo. C'est comme ça que vous en êtes venu finalement à une phase plus politique? C'est comme ça que je suis venu à créer un parti politique en 2000 qui s'appelle Union pour la Renaissance Mouvement Sankariste. Ce parti, pour la première fois dans le giron des partis sankaristes, en 2002, est arrivé pour la première fois avec 3 députés à l'Assemblée nationale. J'ai été moi-même le président du plus grand groupe parlementaire de l'opposition à l'époque, où nous avons au départ 17 députés issus des formations politiques de l'opposition d'alors. Ensuite, j'ai été au Parlement panafricain. Et la législature qui suivait, nous avons eu 4 députés. En 2005, je me suis présenté aux élections présidentielles et je suis arrivé deuxième après Blaise Compaoré. Maintenant, nous avons continué un combat qui est celui de l'approfondissement de la démocratie, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la lutte contre l'impunité, puisque moi-même je fais partie des membres fondateurs du collectif contre l'impunité, qui est très connu en Afrique, qui a été même un exemple pour d'autres pays comme la Guinée, comme le Niger, et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes, après les élections de 2012, sinon avant, j'ai été le premier chef de file de l'opposition politique, après les élections donc, de 2009, et nous avons travaillé à ce que cette institution ait un ancrage dans l'espace démocratique du Burkina Faso jusqu'aux élections de 2012. Après les élections de 2012, il y a eu une certaine émergence d'autres forces politiques, comme l'UPC, comme même le MPP, qui est une implosion du parti au pouvoir. C'est pour dire que nous avons résisté depuis la mort du président Thomas Sankara, depuis 27 ans, dans la constance, mais dans la détermination qui est qu'il faut travailler à ce que le peuple burkinabé prenne conscience et qu'il a le devoir de prendre en main son propre destin. C'est cela qui s'est
matérialisé le 30 octobre et le 31 octobre par cette insurrection populaire que tout le monde a connue et qui constitue, si vous voulez, un nouveau départ d'une autre vision, qui constitue un autre départ d'une société véritablement démocratique, d'une nation que nous voulons construire sur des valeurs qui coïncident avec la vision du président Sankara, c'est-à-dire avec son idéal de justice, de liberté, de vérité, de dignité, d'inclusion, de tolérance et de pardon aussi, mais surtout d'intégrité. C'est ça qui fait le nom de mon pays, le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Donc c'est une réhabilitation quelque part de la mémoire du président Sankara, parce que plus que jamais, la jeunesse qui a joué un rôle prépondérant dans cette révolution du 30 octobre a été le porte-étendard de l'idéal du président Sankara. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie pour vous et pour tous les Burkinabés, le mot intégrité? Qu'est-ce que c'est l'intégrité? Un homme intègre. Un homme intègre, de notre point de vue, nous tirons ce concept-là même de nos valeurs culturelles, ancestrales. Le Burkinabé, jadis le voltaïque, était connu pour son amour et son ardeur au travail. Et il vivait des fruits de sa sueur, dans l'honnêteté, dans la probité. Et chez nous, on dit généralement autant mourir que d'être couvert de honte. C'est-à-dire que le Burkinabé n'aime jamais essuyer la honte. Il relève tous les défis. Donc, le président Sankara, quand il est arrivé au pouvoir par la révolution du 4 août 83, en 1984, il a dit « pays des hommes intègres » pour faire la rupture avec justement la vision du colon, donc du colonisateur, qui effectivement avait, bien sûr, avec des frontières artificielles, créé la Haute-Volta. Mais pour le président Sankara, c'était un ensemble de valeurs qui constituaient d'abord cette sève vivifiante chez le Burkinabé, qui est qu'il doit être partout dans le monde un exemple de dignité, de fierté et surtout de courage légendaire de vivre du fruit de sa propre sueur. L'intégrité, pour Sankara, c'était aussi la justice, l'équité. Et il a su le faire en créant par exemple ce qu'on appelait le tribunal populaire de la Révolution, qui était un tribunal pédagogique. Beaucoup l'ont vu comme étant une inquisition, mais en réalité pour Sankara, un denier public a son pesant d'or. Et sous Sankara, il n'y avait pas de gabégie. Ce qui veut dire que le modèle de gouvernance qu'il a voulu effectivement imposer était en corrélation avec sa vision de faire du Burkina Faso vraiment un pays sans corruption, un pays où il n'y avait pas l'impunité, un pays où effectivement les hommes et les femmes sont égaux et pouvaient en tout cas bénéficier du fruit de la croissance en fonction du travail que chacun arrivait à fournir. Alors justement, cette révolution-là a commencé donc le 4 août 1983. Ça fait déjà plus de 27 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut établir un parallèle entre cette révolution-là, qui était quand même menée par un chef d'État qui a eu qui avait l'estime en fait de son peuple et qui a essayé d'œuvrer vraiment en faveur de son peuple, et puis la révolution d'octobre 2014, où on a vu l'effigie de Thomas Sankara revenir non seulement sur les t-shirts et les pancartes qu'arboraient les manifestants, mais aussi dans les bouches et les cœurs des manifestants qui criaient des slogans qui datent de la révolution de 83, tels que la patrie ou la mort, ou bien qui chantaient spontanément l'hymne national devant l'Assemblée nationale ou devant Kosiam.
on a vu la figure et les idées de Thomas Sankara réapparaître, ressurgir presque 30 ans après, après son règne, et après sa mort. Comment expliquer vraiment l'actualité de ces propos, l'actualité de ces idées, et comment ces idées peuvent servir aujourd'hui le peuple burkinabé? D'abord, je dois vous dire que le peuple burkinabé, tout comme beaucoup d'Africains, n'ont jamais digéré la mort du président Thomas Sankara. Au Burkina Faso, sous Blaise Compaoré, on a présenté notre pays comme étant un pays stable. C'était de façon relative. On a présenté Blaise Compaoré comme étant un faiseur de paix qui intervient dans les crises d'autres pays. Même si nous savons que derrière beaucoup de crises, c'est lui qui était le vrai pyromane, comme le cas de la Côte d'Ivoire, avec les rebelles qui ont quitté en septembre Ouagadougou pour attaquer la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro en tête. Mais depuis les 27 années, vous aurez compris qu'il y a eu une espèce de refoulement. Ce peuple qui a tant accumulé, finalement, s'est libéré le 30 octobre. Et 27 ans après, vous verrez que tous ceux qui sont nés après l'assassinat du président Sankara ont été les vrais révolutionnaires. Ce qui veut dire que cette jeunesse-là a eu le temps de découvrir l'homme. Mais c'est sur la base de quoi? C'est sur la base du travail qui a été fait par les sankaristes, organisés dans des partis politiques ou non organisés, mais qui ont travaillé à travers des associations, à travers des clubs, à travers des artistes, pour magnifier la mémoire du président Sankara. Au début, ce n'était pas évident. Par exemple, sous le Front populaire, qui était l'état d'exception que Blaise Compaoré a instauré de 1987 jusqu'en 1991, avant donc l'adoption de la Constitution, il n'était pas facile de se balader dans les rues de Ouagadougou avec une photo de Sankara. On était bâillonné, réprimé quand vous parlez de Sankara. Malgré tout, il y a eu cette résistance et comme je le disais tout à l'heure, la mort du journaliste Norbert Zongo a été, si vous voulez, le déclic qui a permis à tout ce peuple organisé à travers le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques d'exiger plus de liberté. Et finalement, l'image du président Sankara a refait surface de plus belle. Et depuis lors, au fur et à mesure que les revendications sociales, les revendications populaires gagnent le terrain, on se rend compte aussi des limites du pouvoir. On se rend compte que finalement c'est du mensonge que Blaise Compaoré a servi à son peuple. Malheureusement, il n'a pas pu, malgré les moyens colossaux, malgré les appuis extérieurs, pouvoir effectivement répondre aux vraies préoccupations du peuple burkinabé. Et ces préoccupations, justement, quelles sont-elles, ces préoccupations? Non, d'abord, vous prenez ce qui touche beaucoup plus à la jeunesse. C'est l'éducation. Il n'y a plus de système éducatif sous Blaise Compaoré. C'est un effondrement de tout le système éducatif. On a fait des réformettes. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'éducation primaire, on parle de continuum. Et au moment où je vous parle, des élèves n'ont toujours pas retrouvé le chemin de l'école. Vous prenez le problème de l'université, mais ça a été de la démagogie. On a parlé de décentralisation, à savoir faire des universités dans certaines régions, mais il n'y en a pas. Les étudiants se retrouvent dans la même classe, concentrés en première, deuxième jusqu'en quatrième année, avec les mêmes professeurs. Donc du coup, vous avez un enseignement plus qu'au rabais. Et vous avez son corollaire qui est le chômage. Parce qu'on n'arrive plus à absorber même ces intellectuels que l'on forme.
Vous savez, aujourd'hui, des étudiants qui ont leur maîtrise, un master, mais qui ne peuvent pas du tout se faire le moindre boulot. Vous partez au niveau de la santé, c'est pareil. L'accessibilité même à la santé est devenue la croix et la bannière. Alors que sous la Révolution, le président Sankara avait réglé tout ce problème-là. Et en 4 années, quand vous regardez les chiffres, les statistiques, sous Sankara, on est passé du simple au double en matière de l'éducation, tout comme au niveau de la santé. Et la Révolution a même été félicitée par l'OMS pour son engagement à faire de la santé pour tout le peuple une priorité. Vous partez sur le terrain des infrastructures. C'est vrai, quand vous venez à Ouagadougou, vous avez des quartiers huppés où il y a de grands bunkers, mais ça ne profite qu'à moins de 10% de la population. Le reste du peuple se discute des lopins de terre. Tous les jours que bon Dieu fait, les conseillers municipaux sont confrontés à des problèmes de lotissement. Et finalement, c'était, j'allais dire, de soulèvement populaire presque dans les autres quartiers populaires pour pouvoir se loger. Au niveau même de se nourrir, le Burkina Faso est devenu un pays importateur même de céréales parce qu'on ne peut plus nous autosuffire. Alors que le président Sankara, par la réforme agraire, avait commencé à régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. À tel enseigne qu'on avait même commencé à exporter notre haricot vers l'Europe. Mais certains détracteurs pourraient mettre ça sur le dos de la démographie qui a augmenté depuis l'époque de Sankara. Oui, mais une démographie, ça se prévient. Et quand vous avez une politique qui n'est pas hasardeuse, vous savez que votre population qui s'accroît, vous êtes obligé d'adapter votre politique en fonction. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque ici, on fait de la politique 2 poids 2 mesures. Plus vous êtes riche, vous le serrez. Et toute l'économie au Burkina Faso est confisquée par une famille et ses alliés. C'est la famille Compaoré. La belle-mère dont on parle, Alizeta Gando, qui est, si vous voulez, la belle-mère de François Compaoré, contrôle presque toute l'économie avec François Compaoré. Et autour de cela gravitent les opérateurs économiques qui soutenaient le régime. Donc, quand on voit dans les chiffres qu'on parle de croissance, elle est souvent réelle, à 7 ou 8%, ou 6%, je n'en sais plus rien, mais ça ne profite pas aux plus démunis. Ce qui fait qu'au Burkina Faso, on vit en dessous du dollar par jour. C'est ça l'extrême pauvreté. À vous entendre, finalement, alors que le peuple dans la rue réclamait une alternance démocratique, à vous entendre, une simple alternance de casquettes ne suffirait pas à régler tous ces problèmes. Pas du tout. Il faudrait donc une alternative plutôt qu'une alternance. Tout à fait. Maintenant, quel programme est-ce que vous, en tant que président d'un parti politique, vous avez un programme pour remédier à ces maux? Le professeur Kizerbo disait qu'on ne soigne pas le cancer par une simple pommade. C'est un peu la caricature pour expliquer que pour sortir le Burkina de ce gouffre-là, il faut une véritable catharsis. Il faut bien sûr faire une analyse qui convienne à cette situation, mais en termes de proposition, mon parti, l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, propose ce que nous appelons le programme alternatif sankariste. Ce programme est fondé d'abord sur le discours du président Thomas Sankara, qui a été dit à Bobo Dioulasso le 4 août 1987, quelques mois avant sa mort. Et dans ce discours, il avait mis l'accent sur un slogan qui aujourd'hui fait l'unanimité. Produisons ce que nous consommons. Je crois que cette formule expliquait toute la philosophie, d'abord en matière de production agricole. Si nous arrivons à régler ce problème, il y a ce que nous appelons les secteurs sociaux de base qui constituent aujourd'hui une priorité pour le Burkina Faso, c'est-à-dire le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Il faut tout de suite et maintenant régler le problème de l'éducation, permettre
aux plus jeunes d'avoir accès à l'école, mais d'avoir accès à une école de qualité, pas au rabais, pour en sortir des hommes capables d'être les leviers de développement de ce pays. Mais en corrélation, il faut aussi créer des emplois, travailler à ce que dans tous les secteurs où nous aurons bien sûr des cadres, que ces cadres-là puissent effectivement avoir l'emploi qui convient à leur formation. Ensuite, nous mettrons l'accent, bien sûr, sur la santé, parce qu'on ne peut pas parler de la qualité d'un homme quand il est malade. Quand vous êtes bien formé, bien éduqué, puis vous êtes malade, vous ne servez plus. Donc, nous mettrons l'accent sur ce que nous appelons des Burkinabés de qualité. Par la formation, par l'éducation, par la santé, et ensuite, les problèmes d'infrastructure. Alors maintenant, vous parlez de la santé et de l'éducation. On sait que ce sont des secteurs, d'un point de vue budgétaire, qui sont forcément déficitaires. Donc ça demande un investissement à long terme, qui peut être rentabilisé sur le long terme, mais à court terme, il faut avoir les devises pour pouvoir investir dans ces secteurs. Est-ce que vous pensez cela viable aujourd'hui économiquement pour le Burkina Faso? Et ne pensez-vous pas qu'il est temps peut-être d'avoir le courage aussi d'évoquer, comme le faisait le président Thomas Sankara, la question de la dette qui mine le pays et qui mine le budget du Burkina et freine son développement? La question de la dette est une question récurrente. C'est une question récurrente, mais qui n'intéresse pas seulement le Burkina Faso. Nous évoluons dans des ensembles comme l'UEMOA, comme la CEDEAO. Et ces ensembles économiques ont même des projets communs. Ce qui veut dire que prendre une décision tout seul au niveau du Burkina Faso pourrait être préjudiciable même au Burkina Faso. Parce que de toutes les façons, il n'est pas temps de dénoncer un certain nombre d'accords au risque de connaître une certaine autarcie. Donc, cette souplesse voudrait dire que nous serons prêts à revoir notre coopération internationale et sous-régionale dans l'intérêt de notre peuple. Mais par rapport à la dette de façon générale, moi j'ai été parlementaire depuis 2002. Je vois que le rôle de l'Assemblée nationale est constitué presque à 75% d'accords de prêt. Quand vous partez à l'Assemblée nationale, la plupart des séances, c'est pour faire des accords de prêt. Et qui deviennent à terme très lourds pour notre budget. Le président Sankara avait dit que si jamais il refusait de payer la dette, lui tout seul, il ne sera pas là au prochain sommet de l'OUA. Ce qui est arrivé, arriva. Il a été assassiné. 3 mois après son discours. Voilà, 3 mois après son discours, il a été assassiné pour une décision courageuse. Le président Sankara a été le premier président dans le cadre de la CEDEAO à l'époque d'enchaîner à partir de Bamako des dirigeants, des fonctionnaires internationaux qui étaient en poste à Ouagadougou pour montrer jusqu'où il était prêt à sévir pour les deniers publics. Ce qui veut dire que nous devions, par rapport à la dette, avoir une décision courageuse pour minimiser son poids sur nos propres économies internes. Mais à ce niveau-là, je pense que si nous-mêmes nous pouvons générer des ressources internes capables de faire face à nos défis, c'est pour ça d'ailleurs Sankara avait engagé de façon endogène le peuple burkinabé qui savait s'investir dans certains domaines. Et cela a été un exemple réussi pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller tendre la main devant la Banque mondiale, devant le Fonds monétaire, moyennant quoi? Des privatisations et des entreprises qui ont été cédées à des familles. Donc du coup, le peuple n'en profite pas. C'est cette politique-là, quand je parlais de catharsis, il faut faire tout ce diagnostic et ne s'endetter que de façon utile. De façon à ce que, effectivement, vous puissiez non seulement ne pas être dépendant, ne pas vous aliéner, mais pouvoir, effectivement, dans votre indépendance, vous développer de façon harmonieuse. C'est ça notre souci.